malgré la dégradation de la notation de l'économie israélienne par l'agence Moody's et l'aggravation de la guerre, l'économie israélienne résiste toujours avec une balance des paiements positive qui s'améliore, contrairement aux Cassandres qui annoncent le pire. Salut à tous, nous retrouvons avec plaisir le docteur Daniel Guggenheim pour parler d'économie, de ce qui a buzzé cette semaine dans la presse. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on va parler évidemment de la guerre, ça c'est obligé, surtout depuis l'entrée des troupes de Tsahal au Liban. On s'inquiète concernant les conséquences justement de cette guerre sur le plan économique. Est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison ? D'abord, il y a opération terrestre au Liban et aussi confrontation directe maintenant entre l'Israël et l'Iran. Alors, en ce qui concerne la confrontation directe entre l'Israël et l'Iran, le monde financier aurait pu s'attendre et à la crainte que Israël attaque les champs pétroliers de l'Iran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cours du pétrole dans le monde? Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'ils ont un petit peu augmenté, mais de façon extrêmement modérée. La première conséquence a été le jour où l'Iran a envoyé ses missiles, c'est que en Iran, il y a eu énormément de gens devant les pompes parce qu'à essence, ils se sont dit on va plus avoir d'essence puisqu'Israël va attaquer. Et donc, il faut essayer d'abord de comprendre pourquoi est-ce que cette hausse a été extrêmement modérée et même ces derniers jours un petit peu de nouveau en baisse. On était, si on veut, à peu près en dessous de $70. On est monté le baril, oui, tout à fait. On est monté autour de 75, mais on a loin encore des 80. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde dit la chose suivante. En vérité, le pétrole iranien dans l'ensemble du monde ne représente que 4% de la production mondiale. Donc, même s'il n'y avait pas de production mondiale, il y aurait pas... La production iranienne, ça n'affecterait pas grand-chose. Ça n'affecterait pas énormément. Par contre, il y a une chose, un pays qui serait affecté, c'est la Chine. Parce que la Chine, 90% de son pétrole vient de l'Iran, où l'Iran exporte là-bas aussi la plupart de son pétrole, puisqu'il y a des sanctions sur les autres pays. Donc, c'est là-bas que l'Iran peut exporter. Alors, et qu'est-ce qui arriverait? Que si la Chine n'avait pas de pétrole d'Iran, alors elle devrait aller ailleurs et bien sûr, ça ferait monter les prix, mais surtout que ça peut-être bloquerait la production chinoise et beaucoup de choses qui sont vendues dans le monde occidental ou partout sont chinois. Et donc, là-dessus, il pourrait y avoir de réactions. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui... Le marché financier ne va pas aussi loin que ça. Une deuxième chose très intéressante, et qui peut avoir un effet direct sur Israël. Ce qu'on a vu aussi, c'est une augmentation un peu du prix du gaz. Parce qu'on se dit, si le pétrole va peut-être en manquer, alors il peut y avoir de nouveau une demande sur le gaz. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Israël c'est tellement important? Parce que Israël, nous l'avons dit ici plusieurs fois, est un des plus grands gisements, en tout cas au Moyen-Orient et peut-être même mondial, de ce qu'on a dans le gaz. Et donc, à partir du moment où le prix mondial augmenterait, ça augmenterait les recettes pour Israël. Donc, à ce niveau-là, pour Israël ne serait pas touché en tant que l'économie israélienne dont je parle. Au contraire, ça pourrait être même une possibilité d'augmenter son bénéfice. Qu'est-ce qui s'est passé donc qu'est-ce qu'on voit pour l'instant depuis quelques jours qu'on est dans ces situations-là? Et aussi concernant la guerre du Liban, c'est que la bourse israélienne, qui est un peu un sismographe là-dessus, a augmenté de 3 à 4%. Et ce qui est important, surtout le secteur bancaire et énergique. Maintenant, pourquoi c'est, à mon avis, c'est la chose suivante. Je l'ai dit souvent, parce qu'il faut être très prudent, qu'il y avait une très grande crainte dans les marchés financiers, même au niveau de la Banque d'Israël, je l'ai dit plusieurs fois, et aussi les sociétés de notation, si jamais le Hezbollah avait attaqué Haïfa, il y a énormément d'industries chimiques, de gaz, etc. Ils essayent. Il faut dire la vérité que beaucoup de missiles sont lancés sur Haïfa, ils essayent. Et quand ça est arrivé cette semaine, grâce à Dieu, il y a eu d'abord très peu de blessés et ils n'ont pas atteint les problèmes économiques, les endroits qui auraient pu être problématiques, stratégiques économiques. Et on le sait sûrement parce que ça a été bien manœuvré apparemment. On n'est pas ici quelque chose de militaire, mais c'est évident que ça jouait. Et donc, en vérité, le marché financier israélien pousse un ouf de soulagement vu ce qui se passe et que apparemment on va aussi vers une solution peut-être même pacifiée rapidement au Liban. On parle après Sukkot. Donc ça aussi ça donne de l'espoir. Une dernière chose qui est très importante aussi, c'est le shekel parce que le shekel est très très sensible aux problèmes sécuritaires.
il descend pas. C'est-à-dire qu'il descend pas trop, oui. C'est-à-dire le dollar, il y a aussi des jeux entre le dollar et l'euro, et le dollar et les autres. Mais disons que à peu près 3,75 jusqu'à 3,80 pour un dollar, c'est pas dramatique. Et l'euro autour de 4 chez quelqu'un, c'est pas, bien sûr, c'est pas les chiffres d'avant la guerre, mais disons, ce n'est pas encore, pour l'instant, les conséquences de nos économies qu'on voit, à court terme, il n'y a pas la panique. Ok, alors on continue avec une autre nouvelle qui a défrayé la chronique en Israël. Voilà, tout le monde a appelé vraiment à s'inquiéter. Ce qui vous a profondément énervé, Daniel, vous allez nous expliquer pourquoi. C'est Moody's qui a baissé la note internationale, la note de crédit, n'est-ce pas, d'Israël de 2 crans. Donc ça, c'est absolument énorme. En général, un pays qui verrait sa note baisser de 2 crans, ça change énormément de choses économiquement. Et pour vous, eh bien, vous trouvez que Israël résiste très bien malgré tout ce qu'on a pu lire dans la presse et tout ce qu'on a pu entendre. Alors, expliquez-nous pourquoi il ne faut pas trop s'inquiéter d'après vous. Oui. D'abord, vous remarquerez qu'ils ont baissé la note, qu'on n'a pas fait de chronique. Sinon, ils l'auraient sûrement pas fait. Ils auraient peur de notre réaction. À part la boutade. Ça vous a énervé, hein, oui. toutes ces réactions criant au loup, que l'économie israélienne allait être complètement chamboulée, etc. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, parce que je dis toujours, faut revenir aux faits. Il faut voir d'abord qu'est-ce qu'il dit dans son rapport, et puis regarder ce qui se passe au niveau des données économiques en Israël depuis la guerre et les données qu'on a maintenant récemment qui ont été publiées. Alors d'abord, point de vue donc de ce qui se passe des données économiques d'Israël, la première chose normalement que une société de notation fait, c'est de regarder est-ce que les devises dans la banque centrale baissent ou augmentent. Or, on a vu qu'au mois de septembre, elle vient d'être publiée, la Banque d'Israël, ses devises ont augmenté de 3 milliards de dollars. Et c'est dû en partie au fait que sur un mois, Israël a beaucoup dépensé, le gouvernement israélien a moins dépensé à l'étranger au mois de septembre qu'au mois d'août. On est passé de 400 à peu près à 200 milliards de shekels. Donc c'est une grande différence. C'est ça qui explique aussi. Oui. Ok, mais là vous me parlez des conséquences à court terme. Or c'est vrai que une baisse d'une société de notation pareille de 2 crans, j'imagine que les conséquences vont être à moyen voire à long terme. Non, c'est pas comme ça parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs dans qu'est-ce qu'il dit dans son rapport. Est-ce que Moody's parle là-bas d'économie? Pas du tout. Celui qui regarde le rapport et voit ce qui est marqué, il parle uniquement de situation sécuritaire. Il a peur que la guerre se développe et d'ailleurs souvent ce qu'il voit maintenant, puisqu'on a parlé avant, il le rappelle, c'est notre réaction puisque le scénario le plus catastrophique pour l'instant n'est pas. Oui, donc ça veut dire que pour vous économiquement Israël tient tout à fait la route et n'aurait pas dû voir sa note baisser, mais voilà, il se trouve que dans la réalité la note a baissé. Alors est-ce que ça va avoir des conséquences même si notre économie reste bonne sur nos échanges avec les autres pays, notamment les importations, les exportations? Alors justement, si on regarde les importations et exportations, la balance des paiements d'Israël est positive. On est en juin 2024, le chiffre 266 milliards de dollars. Ça veut dire, si on regarde ce qu'Israël doit au pays, par rapport à ce que les pays doivent à Israël, on est positif, ce qui est très rare. Et un an avant, on n'était qu'à 224 milliards de dollars. Ça veut dire que Israël, grâce notamment aux exportations technologiques qui ont énormément augmenté pendant la guerre, alors Israël a amélioré beaucoup sa balance de paiement. Donc, il n'y a pas ce risque qu'on veut dire, puisque à partir du moment où les devises augmentent dans la banque centrale et qu'on voit que la balance des paiements augmente, il y a pas ce problème-là. Maintenant, il y a encore d'autres économies, 2-3 données je donne pour appuyer ça. On a eu au mois de septembre 46 milliards de shekels d'achats par les Israéliens. C'est un record. On a dépassé les 1,5 milliard de shekels par jour. Et c'est pas un mois des fêtes comme l'année dernière. C'est vrai qu'il y avait plus d'Israéliens en Israël. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a consommation, ça veut dire que la machine économique tourne. Dans beaucoup de pays, on aimerait bien qu'il y ait de la consommation parce que ça amène des recettes à l'État. Et ça fait également que ça peut faire que le budget de l'État ne serait pas trop déficitaire, hein, puisqu'il y a la TVA et des choses comme ça. Donc c'est important. Salaire moyen. Le salaire moyen, c'était publié cette semaine. On a les chiffres de juillet a augmenté en un an de 6%.
Pour août, on parle de août 24 par rapport au 23 de 5%. Et dans la technologie, aux technologies où il y a 10% des salariés qui est la locomotive d'Israël, une augmentation de 7,5%. On est maintenant à 31 000 shekels de salaire dans la haute technologie. Alors, Daniel, on vous suit, on comprend ce que vous nous dites. Maintenant, si je vous dis qu'on est relégué au même niveau qu'un pays comme la Thaïlande, par exemple, c'est vrai que ces notes-là ont quand même des conséquences. Alors, je vous dis, mais on comprend que, ok, c'est quelque chose un peu de virtuel. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, que pour vous, l'économie israélienne est tout à fait en forme, il n'y a aucun problème. Mais concrètement, par rapport aux échanges avec les autres pays, si nous sommes au rang de la Thaïlande, ça veut dire quoi? Non, alors, normalement, où ça aurait dû se voir? Le gouvernement israélien emprunte beaucoup plus sur le marché financier qu'il le faisait avant à cause de la guerre. Il le fait sur le marché intérieur et sur le marché extérieur. Le signe, c'est combien à 10 ans un pays doit emprunter. Et Israël autour de 5%, entre 4,5 et 5%. Bien sûr, c'est moins bien qu'avant la guerre, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est pas des chiffres qui montrent qu'Israël n'a pas la confiance. De toute façon, ça peut pas arriver, puisque moi, j'explique. Qu'est-ce qui se passe? Les marchés financiers, ils regardent pas obligatoirement ce qu'une société de notation donne. Eux, il y a quelque chose d'offre et demande qui se joue. À partir du moment où tous les éléments que j'ai dit, là, les balances de paiement, les exportations, etc., ça reste bon. Alors, il n'y a pas de problème. Je dis encore pour l'instant, en tout cas, pour ce qui est de ce que les marchés financiers voient, de la capacité d'Israël à pouvoir rembourser ce remboursement. C'est ça, en fait. C'est la capacité d'Israël à rembourser. Donc, et c'est ça qui compte, les faits. Pour l'instant, elle est toujours bonne. Voilà. Bon, alors voilà. Donc, on va dire que les médias ont crié au loup un peu trop tôt. Oui. Pour vous. Oui. Pas tout d'ailleurs. Il faut regarder quels médias. Vous avez des sites financiers en Israël qui sont presse financière, qui sont d'ailleurs peu contre le gouvernement point de vue d'autre chose, mais qui sont objectifs point de vue économique. Et il faut les regarder, il faut voir ce qu'ils disent. Mais vous êtes là pour nous éclairer, Daniel, et c'est parfait. Alors on continue avec un autre succès israélien qui va apparemment faire peur, faire concurrence à Arkia et Elal, qui ne vont plus être les patrons de notre ciel. C'est Israël qui a augmenté ses vols de 55%. Incroyable, en pleine guerre. Oui, tout à fait. Effectivement, il faut d'abord donner des chiffres. Au mois de septembre, en Israël, il y a eu 1,5 million de personnes qui sont passées par Ben Gurion, que ce soit des gens qui sortent d'Israël ou des gens qui rentrent d'Israël. Donc, c'est beaucoup moins. Bien entendu que l'année dernière, c'est une baisse de 35% par rapport au chiffre de septembre 2023. Encore une fois, il y avait aussi moins d'Israéliens qui sont sortis parce que d'habitude on sort plus au fait, mais même de toute façon, c'est clair qu'il y a eu moins de gens qui sont allés par Ben Gurion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est évident, et on le sait, beaucoup à cause de l'augmentation de la tension sécuritaire, beaucoup de compagnies étrangères qui étaient revenues ont décidé d'arrêter les vols. Et donc, la plupart des compagnies maintenant qui marchent sur Ben Gurion au mois de septembre et en octobre, maintenant, ce sont les compagnies israéliennes, qui représentent maintenant 65% du trafic qui passe par Ben Gurion. Et donc, si on regarde les compagnies israéliennes de façon générale, c'était et là, l'Arkia Israël a augmenté 39%. Mais Israël se développe par une augmentation de 55%. Donc, c'est très important. Donc, mieux que Elal et Arkia. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Israël, faut savoir d'ailleurs il est détenu par Rami Levy. Et Rami Levy voulait faire que ce qu'il a fait dans les super, le faire aussi dans l'aviation, c'est-à-dire d'arriver à faire que les Israéliens aient aussi des prix pas chers au niveau des vols. Et il faut dire que j'ai entendu aussi, et c'est marqué dans la presse, il semble que des compagnies israéliennes, et là vous l'aviez raison apparemment, les compagnies aériennes israéliennes, malgré les investissements du ministère de l'économie, continuent à mettre des chiffres très importants, prohibitifs concernant les voyages. Et effectivement, il faut espérer que la concurrence surtout d'Israël fera que ça sera moins grave. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Qu'est-ce qu'a fait Israël? Elle a augmenté sa capacité de vol, c'est-à-dire elle a loué ou fait qu'il y ait plus d'avions à sa possession. Maintenant,
Qu'est-ce qui se passe encore? On voit une dernière chose dans cette idée, c'est qu'elle a fait maintenant un accord avec Toulouse Airbus qui lui permettra d'avoir des gros porteurs où elle pourrait aller jusqu'en Thaïlande et les États-Unis qui sont des destinations qui coûtent extrêmement cher. Voilà, et qui ont la besoin pour ça d'aller très prisé, d'aller loin. Voilà. Alors on termine avec une bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle. C'est une société qui s'appelle BrainsWay et qui a augmenté sa valeur boursière de 600%. Oui, tout à fait. En un an et demi. Elle vaut 600 millions de shekels. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette société-là? D'abord, elle fait des appareils médicaux pour tout ce qui est les maladies mentales, que les médicaments chez les patients, à qui les médicaments n'ont pas pu aider. Et par exemple quoi, comme des casques pour la tête? Ah oui, qu'est-ce qu'il faut comme? Oui, c'est ça. C'est des casques et toutes sortes de choses. Ça va jusqu'à casques aussi et toutes sortes d'appareils. Okay. D'essayer d'arriver par ça. Et donc, cette société-là donc fait ça et elle a eu des très bons chiffres qui permettent d'ailleurs justement cette valorisation très importante par rapport à qu'on a cité ici. Elle a par exemple 70 millions de dollars en trésorerie, ce qui est important. Elle fait une vente de 10 millions de dollars par trimestre. Elle a un bénéfice surtout très important de 600 000 dollars par trimestre et elle a par an 25% de croissance. Donc les gens traduisent les investisseurs traduisent voient que chaque chiffre d'affaires qui augmente, ça va donner du bénéfice. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, parce que les gens se demandent souvent est-ce que les noms que je dis sont des noms qui pourraient montrer que vous êtes bien gentil de nous le dire après qu'il a augmenté 100%, vous vaudrait mieux l'avant. Mais oui, parce qu'il y a aussi des gens qui boursicotent, qui vous suivent, qui aimeraient savoir où investir et quand. Alors, je voudrais donner une indication, c'est que justement, il y a quelques jours de ça, il y a un fonds américain qui s'appelle Valour, Keren Valour, un fonds d'investissement, qui a acheté des parts dans cette société en privé, sans la bourse, à 20% dessus du marché financier. Donc, du cours qu'il y avait sur la valeur en bourse. Donc, ça veut dire que elle avait des informations où elle se disait qu'elle devrait être plus valorisée après, puisqu'elle était prête à payer 20% en plus. Et donc, ça montre Donc, ça montre que c'est une société à suivre et pourquoi pas investir dedans. Et je voudrais juste dire comme espoir énorme qu'elle dit, elle pense qu'elle pourra faire ces appareils médicaux elle parle de 5-6 ans d'arriver à faire pour pouvoir guérir les grandes maladies mentales qui sont le Alzheimer, Parkinson et les AVC. Voilà, eh bien, ce sont de bonnes nouvelles pour cette année qui commence. Merci. En tout cas, Daniel, d'avoir été avec nous. On se retrouve après les fêtes de Sukkot. Voilà, on espère que les nouvelles seront toujours bonnes. Enfin, avec vous, elles sont toujours bonnes. Les nouvelles Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.